avons un système de retraite robuste, réformé 5 fois en 15 ans. Alors pourquoi casser le consensus si durement acquis? Cette réforme était-elle vraiment nécessaire? Nous en discutons avec notre invité Vincent Touzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE et spécialiste de la question des retraites. Alors justement, la première question, c'est pourquoi cette réforme? Alors, la réforme a été souhaitée par le président de la République, c'était un élément de son programme de campagne. C'est l'idée que c'est trop compliqué, donc il faut simplifier. Et un système de retraite par points, ça paraît simple, puisque les gens comprennent comment ils vont acquérir des droits à la retraite, et que voilà, chaque recotisé rapporte des points. C'est pareil pour tout le monde, donc il y a l'idée qu'en plus ce serait juste. Ça rend le système plus malléable finalement? Alors, après, la question ça peut ouvrir sur des questions de pilotage, puisque l'idée aussi, c'est de passer d'un système éclaté, multi-régime, avec des règles particulières selon chaque régime, à un système universel. Et peut-être l'idée qui sous-jacente, c'est qu'un système universel, c'est peut-être plus facile à piloter, puisque c'est plus facile à expliquer. Et donc, c'est plus facile d'impliquer tous les citoyens, les responsables syndicaux dans la gestion de ce système, puisqu'il est unique, il est universel, donc ça peut simplifier potentiellement la gouvernance du système. Oui, et justement, parce que est-ce qu'on peut se demander s'il n'y avait pas un objectif caché derrière cette réforme? Est-ce que c'est une façon de sortir les syndicats du jeu? Parce que qui décide actuellement et qui décidera à l'avenir? Alors, après, on peut voir si de toute façon, est-ce que c'est pas une façon de réimpliquer aussi les syndicats dans la gestion de l'ensemble de l'édifice des retraites, sachant qu'aujourd'hui, des régimes qui sont vraiment gérés uniquement par les partenaires sociaux, il y en a très peu. Alors, il y a le régime des professions, donc des travailleurs non salariés, où c'est eux qui gèrent leur propre régime avec les retraités de leur régime et les travailleurs de leur régime. Dans le secteur privé, on a un régime qui est vraiment géré par les syndicats, c'est le régime complémentaire Agirc-Arrco. Mais le reste, le régime général, les régimes à fonction publique, c'est quand même plutôt des régimes qui sont contrôlés par une gestion, je dirais, d'État, puisque c'est quand même l'État, les ministres en charge de ces différents régimes, qui vont décider des valeurs paramétriques. Et donc finalement, si on pense à l'étranger, par exemple, il y a le cas de la Suède, quels enseignements on peut en tirer? Alors, cette réforme, elle est présentée en France comme une réforme d'inspiration suédoise. Alors, à ceci près que nous, on est un régime par points et que les Suédois ont un régime à compte notionnel. Mais en pratique, ça peut être la même chose, c'est un régime par points, ça peut fonctionner comme un régime en compte notionnel, c'est-à-dire au lieu d'accumuler des couronnes suédoises, on accumule des points, et les points, ils ont une valeur liquidative, et ça revient à peu près aux mêmes choses que le coefficient de conversion de son capital en couronne suédoise en pension, enfin c'est la même chose. Alors, la réforme suédoise est intéressante dans le sens où elle est présentée comme un exemple réussi de consensus social assez large, puisque c'est une réforme qui a été adoptée très lentement, avec des débats qui impliquaient tous les partis, les syndicats au début des années 90, et progressivement, il y a un consensus qui est sorti pour créer un régime de base unique, et donc en l'occurrence un compte notionnel. Mais voilà, ce qu'on fait en France, c'est quand même différent de la Suède, il faut le voir, puisque nous, c'est un super régime universel, puisqu'on va aller jusqu'à 3 plafonds de sécurité sociale. En Suède, c'est un plafond. Le taux de cotisation en France, il est à 28%, en Suède, il est à 18,5%. Et en plus, dans les 18,5 en Suède, ils ont une partie qui alimente de la capitalisation. Donc voilà, on est d'inspiration suédoise, mais on n'est pas dans le cas purement suédois. Alors, vu du Royaume-Uni, cette réforme sonne comme une volonté de changer les mentalités, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, je ne sais pas ce qu'on entend par mentalité, mais le projet du gouvernement, c'est d'avoir un système plus simple, où la base contributive est très claire, et tout en ayant une base sociale renforcée, dans le sens où le système offrira une garantie de pension minimale plus élevée que 1 000 €. Voilà. Et 1 000 € ça concernera aussi les gens avec des petites carrières, voire inférieures au SMIC. Donc, du coup, c'est-à-dire que le système, il va changer les modes de calcul, donc il peut y avoir des gagnants-perdants, mais à taux de financement inchangé, il y aura la même masse de cotisations qui alimentera le financement du système, mais il y aura un filet de protection de base qui sera plus élevé. Donc finalement, c'est plus juste, plus efficace et plus clair, selon vous?
C'est présenté ainsi. Après, on voit qu'il y a le passage du monde d'avant au monde d'après, où c'est compliqué. C'est là où ça va être compliqué. Il y a le fait aussi que l'État, aujourd'hui, il a responsabilité en tant qu'employeur vis-à-vis de ses fonctionnaires et aussi via des agents, via les régimes spéciaux. Et donc, il doit aussi gérer le passage d'un système où, en tant qu'employeur, il a une certaine responsabilité pour garantir un niveau de pension, ou un niveau de système où la pension, ce sera le reflet de sa carrière. Donc on voit qu'il y a des transitions qui sont complexes, sans compter aussi les âges minimums qui ne sont pas alignés. Dans un système universel, il devrait y avoir un âge universel de retraite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien que si l'idée est simple sur le papier, on voit qu'il y a toute une complexité qui se profile dans l'application. Et puis avec un impact générationnel différent. Et du coup, voilà, l'idée de passer à quelque chose de plus simple, on voit que ça engendre plein de mécanismes complexe et qui peut être aussi un facteur d'anxiété et on le comprend, enfin on le voit aujourd'hui dans cette anxiété. À suivre. Donc merci beaucoup Vincent Touzé.